Une mère célibataire est traînée hors du mariage de son ex-fiancé jusqu'à ce qu'un millionnaire s'empare du micro et la demande en mariage. Les lustres au-dessus brillaient froidement, projetant une lumière stérile sur la grande salle de bal vêtue de rose et d'or. Les rires résonnaient alors que la cérémonie de mariage de l'union la plus attendue de Charleston s'apprêtait à commencer. Les invités, en chaussures vernies et robes scintillantes, chuchotaient derrière leur verre de champagne. Mark se tenait avec assurance sous l'arche florale, son smoking impeccable, le sourire prêt. À ses côtés, la fille d'une famille politique éminente, sa future épouse, rayonnait d'élégance dans une robe incrustée de perles. Puis les portes s'ouvrirent. Pas une poussée dramatique, pas une entrée en trombe, juste le grincement silencieux du bois et la coupe nette du silence qui s'ensuivit. Les têtes se tournèrent, puis des murmures d'étonnement se propagèrent comme une marée. Elisa se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle portait une simple robe beige, froissée à l'ourlet. Ses cheveux, autrefois longs et brillants, étaient ramenés en un chignon lâche. Dans ses bras, elle tenait un nouveau-né enveloppé dans une couverture bleue. Ses petits doigts se recroquevillaient contre sa clavicule, son petit visage paisible. Le visage de Mark Blemmett. « Elisa » murmura-t-il, l'incrédulité voilant ses traits. Elle s'avança, sa voix douce mais inébranlable. « Mark, ton fils a le droit d'être connu. Tu avais promis que tu ne lui tournerais pas le dos. » Les chuchotements s'intensifièrent. Quelqu'un laissa tomber une flûte de champagne. Du premier rang, la mère de Mark se leva lentement, son expression acérée. « Tu oses venir ici, à ce mariage, sans y être invité, avec cet enfant. » Elisa regarda droit vers Mark. « Tu as dit que quand il naîtrait, tu arrangerais les choses. » La machoide de Mark se contracta. Il tourna légèrement la tête, croisant le regard de l'officiant, puis de sa fiancée, qui les fixait avec une horreur grandissante. « Tu n'aurais pas dû venir, dit-il, la voix basse. Tu fais une scène. » Les bras d'Elisa se resserrèrent protecteurs autour du bébé. « Je t'ai écrit, j'ai appelé, tu n'as jamais répondu. Je t'ai donné toutes les chances. »« Je n'ai rien à te dire, » répondit froidement Mark. « Tu as choisi ta voie. Tu savais que nous venions de mondes différents. » L'enfant s'agita, commençant à pleurnicher. Elisa le berça doucement, sa voix se brisant. « C'est ton fils. » Mark recula d'un pas. « Ce n'est plus ma responsabilité. » À ce moment, sa mère leva la main et fit signe aux gardes de sécurité qui se tenaient près de la porte. « Faites-la sortir, » ordonna-t-elle sèchement. « C'est un événement privé. » Les gardes s'approchèrent. Elisa recula instinctivement, son corps protégeant le nourrisson. « Ne me touchez pas, » dit-elle en tremblant. « S'il vous plaît. » Les invités regardaient, certains se détournant mal à l'aise, d'autres chuchotant avec un plaisir cruel. La fiancée de Mark se tenait figée, ses mains agrippant son bouquet, regardant la femme qui l'avait précédée être publiquement démantelée. « Mark, » dit Elisa une dernière fois, les yeux brillants, « regarde-le. » Mais Mark ne le fit pas. Les gardes prirent chacun l'un de ses bras, fermement mais sans violence. « Allons-y, madame, » dit l'un d'eux. Le bébé se mit à pleurer, fort, angoissé, et Elisa essaya de le calmer, même alors qu'on la tirait en arrière. Sa voix tremblait tandis qu'elle murmurait « Noah, ça va, je suis là. » Des larmes glissèrent sur son visage alors que les doubles portes s'ouvraient de nouveau, prêtes à l'engloutir, elle et l'enfant. Puis quelqu'un parla. « Attendez !» Un homme en costume bleu marine foncé se leva de son siège au troisième rang. Sa voix trancha le silence de la salle de bal comme un scalpel, calme, autoritaire. Gabriel Monroe, PDG d'une grande société de portefeuille, partenaire silencieux dans 3 des entreprises de Mark, l'un des noms les plus respectés de la salle. Il s'avança lentement, tous les yeux se tournant pour le suivre. « Ce n'est pas ainsi que nous traitons les gens, » dit Gabriel, sa voix ferme, surtout pas la mère d'un enfant qui n'est clairement pas arrivé ici seul. Mark Essevanker rapidement. « Gabriel, c'est personnel, s'il te plaît, ne t'en mêle pas. » Gabriel regarda Mark, son expression indéchiffrable. Puis il se tourna vers les gardes. « Laissez-la partir. » Ils hésitèrent, jetant un coup d'œil à la mère de Mark, qui fumait en silence. Mais la parole de Gabriel avait du poids, trop pour être ignorée. Les gardes la relâchèrent. Gabriel offrit un mouchoir à Elisa. « Aucun enfant ne devrait pleurer seul, » dit-il doucement. Elisa le prit, sans parler, les yeux écarquillés de choc. Gabriel se tourna vers la foule. « Que ce mariage continue comme il le doit. »
mais qu'il soit dit que la vérité n'est pas quelque chose que l'on retire de la pièce, c'est quelque chose que l'on affronte. La salle resta silencieuse, pas d'applaudissements, pas d'indignation, juste le silence. Mark se détourna, et Elisa, debout avec son enfant, n'était plus invisible. Une cérémonie d'un autre genre venait de commencer. La tension à l'intérieur de la salle de bal persistait comme un brouillard qui refusait de se lever. Elisa se tenait figée à quelques mètres de la sortie, son bébé blotti contre elle, les gardes l'ayant relâché, mais l'humiliation collant à sa peau comme la fumée après un incendie. Mark s'était déjà détourné, ajustant ses boutons de manchette comme si de rien n'était. La cérémonie devait reprendre, mais elle ne le fit pas, car parmi les invités scintillants, un homme se leva. Il se déplaça sans urgence, mais capta tous les regards. Dans un costume anthracite sur mesure et sans cravate, sa présence était discrète, jusqu'à ce qu'il atteigne le bord de l'allée et monte les quelques marches sur l'estrade. Des murmures se répandirent comme de l'électricité. « C'est Gabrielle King, n'est-ce pas l'un des partenaires de Mark? Personne n'interrompt un mariage, surtout pas lui. » Gabrielle prit le micro de l'officiant abasourdi, qui recula instinctivement, ne sachant s'il devait intervenir. Son visage était calme, indéchiffrable, mais ses yeux, vifs et inébranlables, se fixèrent sur Elisa. Il se tourna vers la foule. « Je sais que ce n'est pas le moment que vous attendiez. » Commença-t-il, la voix ferme, chaque mot tombant comme une pierre jetée dans une eau calme. « Et je sais qu'aucun de vous n'est venu ici pour assister à autre chose qu'une cérémonie parfaitement orchestrée. Mais parfois, la vérité entre sans y être invitée. » Mark Esavanka, le visage emporper. « Gabrielle, ce n'est pas ta place. » Gabrielle le coupa, sa voix plus ferme maintenant. « C'est devenu ma place au moment où tu as laissé cette femme se faire traîner dehors comme une criminelle devant ta future épouse, tes invités et ton fils. » Un hoquet collectif traversa la salle. Les lèvres d'Elisa s'entr'ouvrirent légèrement. Elle serra Noah plus fort, comme si elle ne savait pas si elle devait fuir ou pleurer. « Je ne la connais pas, » dit Gabrielle en désignant Elisa. « Ni son nom, ni son histoire. Mais je sais ce que j'ai vu. Je connais le regard dans ses yeux. Ce n'était pas de la manipulation, c'était un cœur brisé. » Mark rit amèrement. « Ça ne te regarde pas. » Gabrielle lui fit face maintenant, sa voix plus basse mais à toute épreuve. « Au contraire. Toi et moi nous sommes assis l'un en face de l'autre dans des salles de conseil. Nous nous sommes serrés la main sur des contrats d'1 million de dollars. Tu m'as parlé d'héritage, de valeur, et aujourd'hui j'ai vu ce que ces mots signifient pour toi. » La fiancée de Mark bougea mal à l'aise derrière lui, ses doigts se resserrant sur le bouquet. Les caméras commencèrent à se lever, les téléphones à s'incliner silencieusement. Ce n'était plus seulement un mariage, c'était un règlement de compte. Gabrielle regarda de nouveau Elisa, puis s'avança lentement. Son ton s'adoucit, mais porta encore plus de poids. Un homme n'abandonne pas les gens qu'il a un jour appelés sa famille. Il ne prétend pas n'avoir jamais dit « je t'aime » juste parce que cela ne lui profite plus. Et il ne tourne certainement pas le dos à son enfant par embarras. Le souffle d'Elisa se coupa, Paltrow aussi. Gabrielle se retourna vers la foule et dit clairement « Je ne la connais pas, mais je sais une chose avec certitude. Les vrais hommes ne s'éloignent pas de leurs propres enfants. » La salle tomba dans un silence absolu. La mère de Mark ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne vint. L'officiant se tenait figé, tenant toujours le bord de son texte. Gabrielle descendit de l'estrade, marchant lentement vers Elisa. Il s'arrêta à quelques pieds d'elle et tendit doucement une main, non pas pour la toucher, mais simplement pour offrir un geste de soutien. « Je m'appelle Gabrielle King, » dit-il doucement, « et je suis désolé pour ce qui vous est arrivé ici aujourd'hui. » Elisa cligna des yeux, stupéfaite. Gabrielle se tourna vers le placeur le plus proche. « Apportez-lui une chaise et de l'eau. Elle reste. » Un jeune serveur se déplaça rapidement pour suivre l'ordre. Elisa, trop bouleversée pour parler, hocha simplement la tête et se laissa asseoir. Noah s'était de nouveau calmé, sa petite main reposant contre sa poitrine. Gabrielle regarda de nouveau vers l'autel. « Si quelqu'un croit que ce mariage peut continuer comme si de rien n'était, vous vous trompez. » Mark balbutia. « Tu compromettes tout. » La voix de Gabrielle ne s'éleva pas, elle n'en avait pas besoin. « Tu l'as fait toi-même. » Il tourna le dos à l'estrade et s'assit à côté d'Elisa, sans un mot de plus. À cet instant, il devint plus qu'un homme d'affaires ou un étranger avec un micro. Il devint la première personne depuis longtemps à se tenir à ses côtés,
non par pitié, mais par principe. Sous la lumière crue du soleil, au-delà de l'élégant lieu de mariage de Charleston, Elisa serra son fils contre sa poitrine. Le manteau de Gabriel était enroulé autour d'eux, un bouclier contre les regards et la morsure de la honte. Sa respiration était rapide, ses joues empourprées, mais elle se tenait droite. Elle avait été traînée dehors comme un scandale, mais elle était toujours une mère, toujours responsable de la petite vie dans ses bras. Gabriel la conduisit dans le jardin derrière le domaine. Sa présence calme et stable contrastait avec le chaos à l'intérieur. Ils atteignirent un banc ombragé sous un vieux chêne. Sans un mot, il lui tendit un mouchoir propre. Elle hésita, puis le prit, s'épongeant les yeux. Noah avait cessé de pleurer, réconforté par la chaleur du manteau et la voix calme de Gabriel. « Je ne sais pas ce que c'était, » dit Elisa d'une voix rauque, « mais merci. » Gabriel se pencha en avant, les coudes sur les genoux. C'était ce qu'il fallait faire. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce qu'aucun enfant ne devrait voir sa mère traitée de la sorte, et parce que le silence face à la cruauté est une complicité. » Elisa l'étudia. Gabriel King, elle avait entendu son nom de la bouche de Mark, l'avait vu mentionné dans des rapports d'affaires. Mais cette version de lui, cet homme assis à côté d'elle, était quelque chose de complètement différent. « Vous étiez un invité. »« Je l'étais, » dit-il. « Mon entreprise avait un accord avec Hale Enterprises. Plus maintenant. »« Vous y avez mis fin? » J'ai envoyé l'ordre avant que nous ne quittions la salle. Nous auditons tous nos liens. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous pourriez perdre des millions. » Il la regarda calmement. « Et vous, vous avez failli perdre votre dignité. L'argent peut se regagner. Le caractère, c'est plus difficile. » Elle resta silencieuse, le poids des mois lui pesant sur la poitrine. « J'ai perdu mon emploi, » dit-elle soudainement. Une fois que les rumeurs se sont répandues, l'école a dit que cela contrarierait les donateurs. J'ai essayé la vente au détail, mais personne ne veut d'une mère célibataire avec des histoires. Même l'Église m'a fermé ses portes. Gabriel resta silencieux, écoutant simplement. « J'ai vendu ma bague pour des couches, » murmura-t-elle. « J'ai mangé du riz pour que Noah puisse avoir du lait maternisé. » Il ne dit toujours rien. Mais alors, il fouilla dans sa poche et posa une petite bouteille de désinfectant pour les mains à côté d'elle. Doucement, il ajusta le manteau autour des pieds de Noah. « Pourquoi êtes-vous si gentil ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Parce que quelqu'un aurait dû l'être. » Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, rompus seulement par les douces respirations de Noah et le bruissement des feuilles au-dessus. Le téléphone de Gabriel vibra. Il se leva et dit « J'ai des choses à régler, mais je ne vous laisse pas seul. Que voulez-vous dire? J'envoie une voiture pour vous ramener chez vous. Demain, quelqu'un de mon équipe vous appellera. Ce n'est pas de la charité. C'est un commencement. » Il baissa les yeux sur Noah. Ce garçon mérite un avenir qui commence par quelqu'un qui dit oui. Puis, la regardant, il ajouta « Et vous méritez quelqu'un dans votre coin. » Elisa le regarda s'éloigner, non pas comme un homme riche offrant sa sympathie, mais comme quelqu'un qui avait choisi un camp. Pour la première fois depuis des mois, elle se permit de croire qu'il n'était peut-être plus tout à fait seul. La tempête n'attendit pas longtemps. Au lever du soleil le lendemain, le nom d'Elisa était placardé dans les tabloïds et les sites de potins. Les gros titres hurlaient. Une femme déséquilibrée s'invite à un mariage à Charleston. Prétend que le bébé appartient au marié. Les photos étaient partout. Le visage angoissé d'Elisa, en plein cri. Ses bras enroulés fermement autour d'un Noah, en pleurs alors que la sécurité la traînait hors des lieux. Mais aucun des extraits ne montrait sa conversation tranquille avec Mark auparavant. Aucun ne capturait son déni froid. Les médias en firent un spectacle, une dépression nerveuse publique, une femme désespérée en quête d'attention. Elisa était assise sur le bord de son lit emprunté dans son minuscule appartement, parcourant le déferlement d'articles avec des mains tremblantes. Sa boîte de réception était inondée de messages. Certains remplis de haine. « Vous devriez avoir honte. Restez loin de ce pauvre bébé. » D'autres étaient des menaces. « Nous savons où vous vivez. Fermez votre bouche de folle. » Noah s'agita dans son couffin à côté d'elle. Elle détourna l'écran du téléphone, s'essuya le visage et murmura. « Je suis tellement désolée, mon bébé. Je voulais juste que tu aies un nom. » Elle n'ouvrit pas sa porte de la journée. Ni au livreur, ni aux voisins, ni même à la bénévole du centre local venue prendre de ses nouvelles. Mais quelqu'un veillait. Gabriel était assis dans sa voiture juste au bout de la rue,
la mâchoire serrée en lisant lui-même la couverture médiatique. Il s'était attendu à une réaction, mais pas à cette violence, pas à cette déformation de la réalité. Son téléphone vibra. C'était son assistante de direction. « Monsieur, on vous conseille de ne pas répondre. Le service juridique dit que tout commentaire public pourrait être interprété comme une prise de parti dans un différend personnel. » « Ce n'est pas un différend personnel, » dit sèchement Gabriel. « C'est un assassinat de réputation. »« Je comprends, mais préparez une déclaration. » dit-il. « Non, pas une déclaration. Un exposé. Je veux tous les dossiers que nous avons des contels. Croisez-les avec les données publiques. Trouvez-moi les fonds, les contrats, les accords de non-divulgation qu'ils ont essayé d'enterrer. » Il y eut une pause. Puis, « Oui, monsieur. » Gabriel mit fin à l'appel et expira lentement, sa main se resserrant sur le volant. Il pensa aux yeux d'Elisa, vides de choc, mais s'accrochant toujours à quelque chose de farouchement vivant. Elle avait eu le courage d'entrer dans une salle pleine d'ennemis pour le bien de son fils. C'était maintenant à son tour d'avancer. Dans les 48 heures, un article d'enquête détaillé parut en première page du Herald Ledger, signé par Gabriel King lui-même. Il exposait les liens financiers entre King Industries et Hale Enterprises et comment ceux-ci avaient été mis sous examen après des divergences internes. Il révélait des décaissements personnels suspects effectués à partir des comptes de l'entreprise, certains sous l'étiquette « règlement externe », en traçant jusqu'à Elisa Lam, un virement simplement intitulé « soins confidentiels ». Gabriel n'utilisa jamais le nom d'Elisa en vain. Il n'accusa pas directement Mark, mais il laissa les chiffres parler. Il laissa les lecteurs faire le lien. Les retombées furent instantanées. Les membres du conseil d'administration de Hale Enterprises convoquèrent des réunions d'urgence. D'anciens partenaires publièrent des déclarations se distançant du scandale. Les investisseurs commencèrent à se retirer. Mais Gabriel n'avait pas fini. Il convoqua une conférence de presse. Vêtu d'un simple costume gris, sans entourage ni fanfare, il monta sur le podium devant une salle comble de journalistes. Les caméras crépitèrent alors qu'ils anticipaient une guerre de mots. Mais le ton de Gabriel était calme, ses yeux fermes. « J'étais là ce jour-là, » commença-t-il. « J'ai vu une femme se faire traîner hors d'une célébration, non pas parce qu'elle la perturbait, mais parce que sa présence rappelait aux gens une vérité qu'ils essayaient d'enterrer. » Il fit une pause. Depuis, on l'a qualifié d'instable, d'hystérique, de mentalement inapte. Il laissa cela s'imprégner. C'est plus facile, je suppose, de traiter quelqu'un de fou que d'admettre qu'il avait raison. C'est plus facile de qualifier une mère de en quête d'attention que d'affronter la honte d'avoir rompu une promesse faite en privé. Un journaliste lança « Monsieur King, confirmez-vous ces affirmations ?» Gabriel regarda la mère de micro et ne sia pas. « Je confirme que j'ai vu une femme qui n'avait plus rien à perdre entrer dans une salle pleine de pouvoir et de mensonges, tenant son bébé dans ses bras et ne demandant que la vérité. Cela ne me semble pas être de l'instabilité. Cela ressemble à du courage. » Les caméras crépitèrent à nouveau. Et si notre définition de la santé mentale est de sourire poliment tout en étant effacé, poursuivit Gabriel, alors il est peut-être temps de redéfinir ce que signifie être bienveillant. Il n'y eut pas d'applaudissements, juste un silence profond et respectueux. Plus tard dans la soirée, Elisa reçut un simple email. Il n'y avait pas d'objet, juste un lien. Elle cliqua, regarda la conférence de presse, et pour la première fois depuis le mariage, ses larmes n'étaient pas de honte, mais d'incrédulité. Elle fixa l'écran, Gabriel debout, grand, non pas comme un héros, mais comme un allié. Il n'avait pas parlé pour elle. Il avait parlé avec elle. Elisa ne retourna pas sous les feux des projecteurs. Elle aurait pu. Après la conférence de presse de Gabriel, après la justification publique, elle aurait pu choisir les talk shows, les interviews, les campagnes brillantes sur les réseaux sociaux pour surmonter le déshonneur. Mais elle ne voulait pas gagner en criant plus fort. Elle voulait construire quelque chose de réel. Alors, elle s'éloigna de tout cela et entra dans un modeste bâtiment en briques au bout d'une route étroite à North Charleston, le Sunrise Center, une minuscule école à but non lucratif pour les enfants handicapés et ceux ayant une vie familiale difficile. De l'extérieur, cela ne payait pas de mine. La peinture s'écaillait par endroits, le toit fuyait quand il pleuvait, et le placard à fournitures était presque vide. Mais pour Elisa, c'était comme un lieu où elle pouvait guérir en même temps qu'elle-même. Elle devint enseignante, non par contrat,
mais par cœur. Chaque matin, elle arrivait tôt, berçant Noah dans un bras et une pile de matériel pédagogique d'occasion dans l'autre. Elle enseignait les lettres en chantant, les chiffres à la craie sur le trottoir. L'espoir par la façon dont elle souriait, même privée de sommeil. Ses élèves l'adoraient. Les parents, pour la plupart célibataires, en difficulté ou simplement invisibles au monde, voyaient en elle quelqu'un qui ne les plaignait pas, mais qui se tenait à leur côté. Et pendant tout ce temps, Gabriel observait de loin. Il ne mit jamais les pieds à l'école, ne lui offrit jamais de chèque en personne. Mais discrètement, semaine après semaine, les choses commencèrent à changer. Un nouveau toit apparut, pas tapac sans grave l'œil, juste solide. Le chauffage cassé de la salle 4 se remit à fonctionner. Puis vinrent des livres neufs, des fournitures d'art et des outils sensoriels dont Elisa n'avait autrefois que rêvé. Elle demanda à la directrice qui était derrière tout ça. La femme haussa les épaules. Un donateur anonyme. On dit juste merci et on continue. Elisa avait une petite idée, mais ne dit rien. Jusqu'à ce qu'un matin, elle arrive et trouve quelque chose posé sur son bureau. Une minuscule paire de chaussures de marche pour bébé, bleu pâle, avec de petits nuages cousus le long des semelles. À côté, une note pliée. Elle l'ouvrit lentement. Pour Noah, quand il apprendra à marcher, à l'endroit où sa mère apprend aux autres à traverser les tempêtes. Il n'y avait pas de signature, mais elle n'en avait pas besoin. Elle resta là un long moment, les chaussures à la main, la note pressée contre sa poitrine. Ses yeux brûlaient. Puis, doucement, elle posa les chaussures sur l'étagère au-dessus de son bureau et commença sa leçon. Cet après-midi-là, le ciel se déchaîna sous la pluie. La récréation se terminait quand elle vit Jonah, un de ses élèves atteint de spina bifida, en difficulté près du bord de la cour de récréation. Son fauteuil roulant était coincé dans une plaque d'herbe mouillée. Son visage se tordit, non pas de douleur, mais de frustration. Sans hésiter, Elisa courut vers lui, sa robe trempée, ses cheveux collants à son visage. Elle tomba à genoux et l'enlaça. « Tu n'es pas coincé ?» dit-elle doucement. « On n'a juste pas encore fini. » Ensemble, ils firent bouger le fauteuil, centimètre par centimètre. Quelqu'un prit une photo. Elisa, à genoux sous la pluie, tenant le garçon dans un bras, stabilisant les roues de l'autre. Son sourire n'était pas pour l'appareil photo. Il était pour lui. Le lendemain, elle reçut une demande de message dans sa boîte de réception. C'était d'un journaliste, le même qui avait écrit le premier article à charge sur elle après le mariage. Le message était court. « Je vous dois des excuses. J'ai cru ce qu'ils m'ont dit. J'ai oublié de vous demander ce que vous vouliez dire. Je suis désolé. » Elisa le lut une fois, puis une autre. Elle ne répondit pas immédiatement, ni avec colère, ni avec amertume. Au lieu de cela, elle téléchargea la photo prise la veille, sans légende au début. Puis elle ajouta « Je n'ai pas besoin de vos excuses. J'ai juste besoin que vous ne blessiez pas ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. » Elle l'envoya, puis éteignit son téléphone. Cette nuit-là, en couchant Noah, elle murmura une vérité dans la pièce silencieuse. « On va bien, dit-elle. Et on n'est pas seul. » Elle ne savait pas où était Gabriel, ni s'il dirait un jour plus. Mais ce qu'il avait fait était plus fort que les mots. Il l'avait regardé reconstruire sa vie et avait simplement ajouté quelques briques aux fondations. Sans permission, sans projecteur, juste une présence. Et ça, pour Elisa, c'était le genre de force en laquelle elle pouvait avoir confiance. Gabriel King avait toujours été connu pour sa précision calme. Jamais dramatique, jamais impulsif. Alors, quand il convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration de sa société d'investissement et déclara publiquement la fin de tous les partenariats actuels et futurs avec Hale Enterprises, cela provoqua des ondes de choc dans tous les coins du monde des affaires. Mais ce n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, Gabriel fit des mouvements discrets en coulisses. Il acheta une participation majoritaire dans Bright Minds Collective, une petite chaîne de centres éducatifs à but non lucratif, autrefois moqué par Mark Hale comme un gaspillage d'oxygène pour les investisseurs. Ces centres servaient des enfants défavorisés, beaucoup avec des handicaps, beaucoup comme les élèves qu'Elisa enseignait chaque jour. Gabriel ne changea pas le nom. Il élargit la mission et annonça un nouveau cadre de collaboration. Bright Minds s'associerait désormais avec des organisations locales de base dans tout le Sud-Est, y compris le Sunrise Center, l'école d'Elisa. Ce n'était pas de la charité. C'était une vision. Il y injecta des ressources, engagea des éducateurs chevronnés et s'assura que chaque enfant ait accès à une thérapie,
à des repas et à un mentorat. Et pour chaque réunion, chaque lancement, chaque article publié, Gabriel refusa de faire de lui-même la une. Il insistait pour que la caméra se tourne vers les enseignants, les parents, les élèves. Mais certaines choses ne pouvaient pas rester dans l'ombre. Mark Hale s'était fait des ennemis au fil des ans, non seulement personnels, mais aussi financiers. Et lorsque l'équipe d'audit interne de Gabriel commença à éplucher les comptes, elle découvrit un schéma de détournement de fonds, de transactions occultes et de partenariats fantômes qui dressait un tableau accablant. Cela culmina lors d'une réunion privée d'actionnaires devenue très publique, lorsque Gabriel entra dans la salle avec un rapport complet à la main et s'adressa au conseil d'administration de Hale Enterprises. Il n'éleva pas la voix. Il ne se vanta pas. Il exposa simplement chaque découverte avec clarté, puis fit une pause. « Messieurs, dit-il, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de responsabilité, du genre de monde que nous construisons avec notre capital. » Mark se tenait à l'autre bout de la table, le visage pâle, la mâchoire serrée. Pour la première fois, il n'avait pas de mots. Un vote eut lieu. La majorité décida de démettre Mark de son poste de direction et de suspendre indéfiniment ses privilèges au conseil, en attendant une enquête plus approfondie. À l'extérieur du bâtiment, les journalistes attendaient. Ils encerclèrent Gabriel, les flashs crépitant sur son visage, criant des questions. Est-ce une démarche personnelle? Défendez-vous la femme du scandale du mariage? Gabriel fit une pause, scrutant les visages devant lui, puis se pencha vers le micro. Je n'ai pas fait ça pour Elisa, dit-il. Je l'ai fait parce que les affaires doivent être meilleures que ça, parce que le pouvoir n'est pas un bouclier contre les abus. C'est un outil pour construire. Un autre journaliste s'avança. Meniez-vous que cette décision a été influencée par son histoire? Gabriel regarda la foule. Puis il dit clairement. Personne n'a besoin d'un podium pour prouver sa valeur. J'ai vu une femme passer ses journées dans une salle de classe qui fuit avec des enfants qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas toujours bouger, et leur apporter la vie. Je l'ai vu reconstruire sa vie sans exiger que quiconque la regarde. Il prit une lente inspiration. Ce n'est pas un scandale. C'est de la force. Le lendemain matin, tous les gros titres disaient à peu près la même chose. King rompt avec elle, investi dans l'avenir de l'éducation. Mais aucun d'eux n'imprima les mots que Gabriel garda dans son carnet privé cette nuit-là. Elle n'a jamais demandé à être sauvée. Elle avait juste besoin d'espace pour s'élever. De retour à Charleston, Elisa ne parla pas du drame du conseil d'administration. Elle remarqua seulement que sa classe avait maintenant le Wi-Fi, une nouvelle série de livres sur l'apprentissage émotionnel et une enveloppe anonyme avec des bons pour que chaque élève reçoive des examens de la vue gratuits et des lunettes si nécessaire. Elle sourit à l'enveloppe, puis retourna à sa leçon. Certaines révolutions ne s'accompagnent pas de bannières. Certaines commencent avec le doux cliquetis d'un crayon dans la main d'un enfant, apprenant à écrire son propre nom pour la première fois. Et dans les marges de cette victoire tranquille, Gabriel se tenait, non pas devant elle, non pas au-dessus d'elle, mais à côté d'elle, toujours assez proche pour la rattraper si jamais elle en avait besoin, mais assez loin pour la laisser voler de ses propres ailes. Gabriel n'appelait jamais trop souvent. Il n'envoyait ni fleurs ni grands textos. Il se manifestait discrètement, par l'action, non par l'attention. Elisa ne le poursuivait pas non plus. Ses journées étaient remplies. Enseigner, essuyer des larmes, lasser des chaussures, ajuster la prise d'un crayon dans la petite main d'un enfant qui ne pouvait pas encore parler. Mais quelque part dans le rythme de ces journées, elle sentait sa présence, comme si le soleil filtrant par la vitre fissurée avait appris son immobilité. Il n'y eut pas de déclaration nocturne, pas de cours prévisible, juste de l'espace. Et dans cet espace, quelque chose devrait pris racine. Il s'était écoulé des semaines depuis la dernière tempête médiatique. Le monde était passé à de nouvelles histoires. Pourtant, Gabriel n'avait pas bougé. Il s'était simplement retiré davantage à l'arrière-plan de sa vie, ne poussant jamais, observant seulement, toujours en préparation. Puis vint un mardi matin comme les autres. Elisa arriva tôt pour ouvrir la salle de classe. Il avait plu la nuit précédente, et l'odeur de la terre humide s'accrochait à la cour de récréation. En passant dans le couloir menant à la modeste salle d'art de l'école, quelque chose attira son attention. Quelque chose d'encadré. Quelque chose de nouveau. Elle s'approcha. Sur le mur, à l'huile chaude et au coup de pinceau doux, se trouvait une peinture. Elle la représentait assise en tailleur à côté d'un garçon, Noël, l'un de ses élèves autistes.
guidant sa main tremblante alors qu'il remplissait de bleu les ailes d'un papillon. Le moment avait été réel, des mois auparavant, mais oublié dans le flou du travail quotidien. D'une manière ou d'une autre, il avait été capturé, éclairé par derrière par la lumière dorée du soleil filtrant par la vieille fenêtre. Sous la toile, gravée en or sur le cadre en bois, il y avait une ligne. On m'appelle un sauveur, mais je suis juste quelqu'un qui apprend à vivre. Enseigné par une femme qui n'oublie jamais ceux que le monde oublie. Il n'y avait pas de signature, seulement une note pliée collée au coin. Elisa l'ouvrit avec des doigts tremblants. L'écriture était ferme, familière. Elle disait « Si tu veux de moi, non pas comme un héros, non pas comme un nom, mais comme ton coéquipier. Alors à partir de ce jour, construisons quelque chose pour ceux qui ont cru un jour ne pas mériter une seconde chance. Pas de fleurs, pas de bague. Just la vérité. » Elle fixa la note, puis de nouveau la peinture, sa vision se brouillant. Pendant des années, elle s'était battue pour prouver sa valeur, en tant que mère, en tant que femme, en tant que personne dont l'histoire avait été un jour transformée en scandale. Mais ceci, ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas un sauvetage. C'était quelqu'un qui disait « Tu n'as plus rien à prouver ». Ses genoux fléchirent légèrement sous elle, et elle s'assit là, sur le sol du couloir, serrant la note contre sa poitrine, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Pour la première fois de sa vie, Elisa pleura, non pas parce qu'elle était brisée, mais parce que quelqu'un la voyait entière, et restait. Un an plus tard, le grand domaine où Elisa avait été traînée dans la honte ne résonnait plus des lustres de cristal ou des toasts creux. La salle de bal avait été transformée, n'étant plus un sanctuaire des apparences, mais un foyer pour un but. Là où des pétales de rose jonchaient autrefois l'allée d'un mariage qui l'avait trahi, des tapis de sol colorés accueillaient désormais de petits pieds, des fauteuils roulants et des déambulateurs. La bannière disait « La lumière de Noah, centre d'apprentissage et familial intégré ». C'était un lieu pour les enfants handicapés, ayant des difficultés d'apprentissage, et pour les familles qui ne pouvaient pas se permettre des soins spécialisés. Nommé non pas d'après un donateur ou un fondateur, mais d'après un enfant né dans le silence et qui a transformé ce silence en lumière. Elisa se tenait près de l'entrée de la cour de récréation, flanquée d'enseignants en polo bleu, de petites mains tirant doucement sur son manteau. Elle s'agenouilla pour lasser la chaussure d'un garçon atteint de paralysie cérébrale, ses doigts se recroquevillant dans sa manche pour trouver l'équilibre. Autour d'elle, des peintures murales d'artistes locaux montraient des enfants de toute capacité, courant, riant, rêvant. Gabriel se tenait à proximité dans un blazer gris, parlant doucement avec un donateur, mais ses yeux n'étaient que sur elle. Alors que la cérémonie d'inauguration commençait, les responsables locaux et les familles se rassemblèrent sur des chaises pliantes sous des auvents blancs. Les médias vinrent aussi, mais cette fois, non pas pour déformer un scandale, mais pour couvrir une histoire de renaissance. Elisa monta au micro, les mains calmes, la voix assurée. Il y a exactement un an, commença-t-elle, je me tenais sur ce même terrain comme quelqu'un que personne ne voulait entendre. On m'a dit que je n'avais pas ma place, que j'avais gâché quelque chose de sacré. Une pause. Ses yeux balayèrent la foule, les enfants rebondissant sur le trampoline adapté, Noah jouant avec un tableau sensoriel à côté de la scène. Mais aujourd'hui, poursuivit-elle, nous ouvrons les portes à ceux à qui l'on a trop souvent dit qu'ils étaient trop, ou pas assez. Des enfants laissés pour compte, des mères réduites au silence, des familles à qui l'on a dit qu'elles ne méritaient pas une place à la table. Sa voix trembla un instant, puis se raffermit. Cet endroit n'est pas une seconde chance, c'est une première chance pour tous ceux qui n'en ont jamais eu. Les applaudissements retentirent dans la cour. Puis, avant que les échos ne s'estompent, Gabriel s'avança. Il ne portait pas de bouquet, juste une petite boîte en velours, usée au coin. « J'étais cet enfant autrefois », dit-il, parlant sans micro. Celui laissé seul, dans une école qui ne me comprenait pas. Je me souviens d'être assis dans un couloir, attendant que quelqu'un, n'importe qui, me dise « Tu comptes ». Ses yeux rencontrèrent les siens. J'ai grandi en apprenant à parler, à faire, à gagner. Mais je n'ai jamais appris à me sentir vu, jusqu'à ce que je rencontre une femme qui pouvait apprendre à un enfant à trouver de la joie dans un crayon, qui pouvait faire rire un garçon sous la pluie. Des murmures d'étonnement s'élevèrent alors qu'il ouvrait la boîte et révélait une simple bague en argent, délicatement sertie d'une pierre couleur de lune. « Elisa, dit-il, la voix douce, tu as affronté seule la tempête, et pourtant tu es restée bienveillante, tu as continué à donner.
Il s'agenouilla, non seulement pour une demande en mariage, mais comme un vœu. Je ne t'offre pas de te secourir. Je te demande de marcher à mes côtés. Pour Noah, pour les enfants qui apprennent encore à parler, pour la jeune femme que j'ai rencontrée et qui savait déjà ce que signifiait se battre. Des larmes roulèrent silencieusement sur les joues d'Élisa alors qu'elle prenait la petite main de Noah, la plaçant dans la paume de Gabriel. Puis elle hocha la tête, incapable de trouver ses mots. Oui. Oui à plus que l'amour, à construire quelque chose de durable, quelque chose d'assez fort pour noyer un passé qui avait autrefois tenté de la définir. La foule éclata en applaudissements, non pas pour un spectacle, mais pour une vérité trop rare dans le monde des discours polis et des accords secrets. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil déclinait derrière la cime des arbres, la cour de récréation s'emplit de musique et de rire. Gabriel était assis sur un banc, Noah blotti contre lui, gloussant alors qu'Élisa tournait doucement avec un groupe d'enfants sous des guirlandes de lumière scintillante. Elle se retourna vers eux, sa famille, non pas parce qu'elle avait été sauvée, mais parce qu'ils s'étaient choisis. Alors que le crépuscule enveloppait le centre d'or, tous les trois marchèrent main dans la main sur l'herbe, passant devant la balançoire, où un an auparavant sa dignité lui avait été arrachée. Mais ce soir, son nom était sur le mur. Son but résonnait dans le rire de chaque enfant, et sous un ciel qui ne la jugeait plus, Élisa murmura à Noah, « On ne te dira plus jamais que tu n'as pas ta place. » Ils continuèrent leur chemin, trois silhouettes sous les guirlandes lumineuses, les pieds doux dans l'herbe, porteurs d'une histoire non pas de ce qui a été perdu, mais de ce qui a enfin été trouvé. Si cette histoire a touché votre cœur, le courage d'une mère célibataire, la force tranquille d'un homme qui a choisi la justice plutôt que la commodité, et le pouvoir de l'amour qui nous élève de la honte à la dignité, alors vous êtes au bon endroit. Chez Soul Stirring Stories, nous croyons aux récits qui guérissent, qui honorent la résilience et nous rappellent à tous la lumière que nous pouvons être les uns pour les autres. Si vous avez ressenti quelque chose aujourd'hui, si une larme s'est formée ou un sourire s'est esquissé, ne laissez pas ce moment être le dernier que nous partageons. Abonnez-vous à Soul Stirring Stories et rejoignez une famille grandissante d'âmes qui croient encore en l'amour, la gentillesse et les secondes chances. Parce que chaque cœur mérite d'être entendu, et chaque histoire comme celle d'Élisa mérite d'être rappelée.